Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Les responsables régionaux du commandement territorial sont-ils au service des partis politiques? C'est ce que laisse croire une lettre du gouverneur de la région de l'Adamawa adressée au ministre de l'administration territoriale. Dans cette correspondance datée du 4 mars dernier, Kildaldi Tageke Boukar fait le point de la situation préélectorale du RDPC dans la région. La correspondance détaille sans détour les fragilités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir dans la région de l'Adamawa, analyse les causes de son déclin local et suggère des stratégies pour contrer l'opposition, notamment les partis comme l'UNDP et le SDF. Un document qui interroge sur la question de savoir comment un gouverneur garant de l'ordre public et de l'impartialité de l'État peut-il s'impliquer dans la stratégie interne d'un parti politique. Et pourtant, il s'agit d'un système de gouvernance territoriale auquel sont habitués les partis politiques d'opposition qui essuient souvent des interdictions d'activités et de manifestations de la part des préfets et sous-préfets sur ordre du ministre de l'administration territoriale. Comment expliquer que des responsables administratifs agissent de manière partisane au mépris des principes de neutralité et de pluralisme de leurs fonctions? On aura les explications de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, place au journal. En ouverture, parlons de l'affaire Martinez-Zogo. Le tribunal militaire de Yaoundé reste dans l'incapacité de poursuivre les débats. Le procès tenu ce lundi 28 avril a de nouveau été renvoyé, cette fois au 19 mai prochain, faute de décision de la Cour d'appel du centre sur les recours déposés par plusieurs accusés. Alors que la prochaine audience est fixée au 15 mai. Pour entendre les réquisitions du ministère public, un avocat des ayants droit rappelle que les renvois successifs répondent à des impératifs juridiques et non à des manœuvres dilatoires. Sébastien Oyébé et Julien Bapungué étaient ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé. Le procès de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo reste suspendu au tribunal militaire de Yaoundé. L'audience prévue pour lancer les débats a de nouveau été renvoyée cette fois au 19 mai prochain à raison de la procédure d'appel toujours pendante devant la cour d'appel du Sangle. Le 26 avril dernier, la cour d'appel du Sangle a examiné les recours de plusieurs accusés dénonçant les irrégularités dans les procédures préliminaires et réclamant l'annulation de l'avant-dire-gloire du tribunal militaire. Les demandes de récusation du tribunal portées par la DGRE et les ayants droit de la victime ont été jugées irrecevables. L'un des avocats des ayants droit rappelle que ces renvois successifs sont dictés par des nécessités juridiques et non par des manœuvres dilatoires. Tous les renvois que vous aurez vécus dans le cadre de ce procès Martinez-Zogo et contre les autres sont des renvois utiles. Lorsqu'il y a des incidents de procès qui nécessitent un renvoi, le tribunal est tenu de le faire, surtout si c'est justifié. Le renvoi d'aujourd'hui ne peut pas être un renvoi de plus parce que le 11 novembre 2024, rejetant les exceptions soulevées par certains partis au procès, ensemble de leurs conseils, dissatisfaits ou non satisfaits, ils ont relevé appel. Et la Cour d'appel devrait statuer avant que le dossier ne revienne ici. La prochaine étape est fixée le 15 mai prochain à la Cour d'appel du Sangle pour l'audition des réquisitions du ministère public. Si aucune nouvelle contestation n'intervient, les débats pourraient enfin reprendre au tribunal militaire. Dans le reste de l'actualité, seulement 8 000 personnes sur les 12 000 déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest que compte le littoral bénéficient d'un abri. C'est dire que la situation humanitaire de la région reste préoccupante. Objet de la visite ce lundi des stagiaires de l'école internationale des forces de sécurité dans les services du gouverneur du littoral. Le e-Force, dont les apprenants mènent d'ailleurs une enquête de terrain sur les enjeux sociaux et humanitaires pour les personnes en détresse venant des deux régions d'expression anglaise du pays. Le compte rendu de Jérès Azangué et Fondrené Marquez.
Some trainees from the International School of Security, abbreviated in French as AFOS, have made a stop in Douala as part of their fieldwork to obtain a senior staff certificate. According to Senior Superintendent of Police Asalakeya George, blending theory with practice was the main reason for their visit to the governor of the Littoral region, who briefed them on the situation of internally displaced persons in the region. Douala, because Douala handles issues of internally displaced persons of the Anglophone crisis. Using the Anglophone crisis as their case study, Superintendent George stated that the exercise would enable them to conduct strategic analysis and gain insight into the social and humanitarian stakes involved. As trainees for this staff certificate, it is very important for us because it helps us to do a strategic analysis, to also check on the coordination, inter-institutional coordination, and also gives us the social and humanitarian stakes involved with dealing with internal displaced persons. The trainees indicated that armed with the information gathered, they are seeking areas where they can effectively intervene. It will help us also too, as security actors, to participate, to join hands in trying to solve the situation of internally displaced persons. We know already, we could imagine they have certain problems of integration, school issues, living in the community. When we talk to the governor gives us his point of view and we work things out. However, data from the governor's office reveals that there are over 12,000 IDPs, with approximately 8,000 being provided shelter and care. Et sur les raisons de cette visite, je vous suggère de suivre à présent l'extrait d'interview du colonel Atangana Fiacre, membre de la délégation de l'EIFORS en visite dans les services du gouverneur du littoral. Une visite qu'il dit visait à permettre aux stagiaires d'acquérir des connaissances approfondies sur le terrain. Nous l'écoutons. Il est question que la présentation du dispositif de sécurité interne du Cameroun étant achevée, bien qu'ils descendent sur le terrain pour toucher du doigt la réalité, ce qui est fait sur le terrain relativement à des préoccupations sécuritaires pertinentes telles que celles développées tout à l'heure par le représentant de monsieur le gouverneur de la région du littoral. Donc c'est une épreuve pratique de la théorie qu'ils ont reçue en salle, et ils viennent donc voir comment ça se passe sur le terrain. Et là, on choisit une thématique, et celle sur laquelle nous avons débattu porte sur la gestion des déplacés internes du sud-ouest par la région du littoral. 62 étudiants issus de la première cuvée de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang sont opérationnels après 7 années d'études. La remise des diplômes de fin de formation auréolés par la prestation de serment d'Hippocrate pour les médecins et serment de Galien pour les pharmaciens a lieu le week-end dernier à Tchang. 21 pharmaciens et 41 médecins désormais parés à servir dans une société confrontée à des multiples problèmes de santé. Franck Duroc-Tassankari, Loïc Teguia. Serment d'Hippocrate pour les médecins et serment de Galien pour les pharmaciens, issus de la première cuvée de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang. À leur cérémonie officielle de sortie, le professeur Jacques Famendongo de l'enseignement supérieur a prescrit. Je veux qu'ils respectent scrupuleusement le serment d'Hippocrate. C'est fondamental. Ils sont des médecins, ils sont des pharmaciens. Il leur reste donc une seule chose à faire, respecter le serment d'Hippocrate. Dès qu'ils vont respecter le serment d'Hippocrate, immédiatement, leur carrière sera exponentielle. Parce qu'on n'aura rien à leur reprocher. Vous savez, la médecine, c'est d'abord une profession. Et une profession extrêmement délicate dans la mesure où elle concerne ce que l'homme a de plus sacré, à savoir la vie. Au total, 62 étudiants, soit 21 pharmaciens et 41 médecins, ont juré d'accomplir leurs tâches avec dévouement et dans le respect des canons de la médecine et de la pharmacie. Ils se disent conscients des défis qui les interpellent
après 7 années d'études. Nous sommes au courant de toutes les difficultés et ensemble, comme État médecin et pharmacien, nous allons nous concentrer pour résoudre les problèmes. Vous savez que nous ne pouvons pas gérer tous les problèmes à la fois. Donc, au fur et à mesure, nous allons régler ce que nous pouvons à notre niveau avec l'aide du gouvernement. Alors que cet autre secteur sensible fait également face à des difficultés, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun rassure. Nous pensons que cette cuvée qui vient de sortir de Tchang est une cuvée qui peut facilement s'insérer dans le marché de l'emploi au vu de leur qualité intrinsèque. Les pharmaciens ont de plus en plus pris conscience et les populations se rendent compte aujourd'hui qu'il faut aller à la pharmacie pour les médicaments sous prescription avec une ordonnance. Les citoyens sont sensibilisés sur la nécessité de s'acheter les médicaments prescrits par les pharmaciens au détriment des médicaments de la rue. Et toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, l'Ordre des médecins du Cameroun était face à la presse ce week-end. Au menu de la communication, le chômage des jeunes médecins et l'exercice illégal de la médecine. Une gangrène qui, selon le président de l'Ordre, cancérise cette profession. Et face à ce dernier phénomène qui met en péril la vie des populations de cette région et du Cameroun en général, l'Ordre national des médecins dénonce une pratique qui prend des proportions inquiétantes. Je vous propose d'écouter le docteur Rodolphe Foncois, président de l'ONMC. Il évoque quelques pistes de solutions au micro de Franck Roch Dassonka et Loïc Tegia. L'installation des jeunes médecins, souvent, ils sont autorisés à s'installer, mais n'ont pas les moyens de s'équiper. L'Ordre national des médecins vient de signer un partenariat qui permettrait donc d'acquérir des prêts d'équipement pour ces jeunes médecins et même pour les médecins seniors. Parce que vous savez que la médecine est chère, les équipements sont énormément chers. Nous sommes là, un peu comme les gendarmes de la bonne pratique médicale dans notre pays. C'est l'exercice illégal de la médecine. Aidez-nous, dénoncez ces gens, cette pratique. Vous en avez la possibilité, vous avez vos antennes, vous avez vos revues pour pouvoir absolument dénoncer quotidiennement ce mal qui plombe la médecine dans notre pays. Dans le secteur de l'audiovisuel, des journalistes, ces professionnels des médias de la capitale économique sont à l'école des bonnes pratiques liées à leur profession. Le Conseil national de la communication tient depuis ce lundi jusqu'à demain, mardi, la 5e édition des cafés du CNZ. La rencontre de discussion réunit des enseignants de journalisme et des professeurs d'université en vue d'outiller les participants, entre autres, à la conduite professionnelle des débats, talk-shows, radio, télévisés. On aura d'autres précisions sur cette rencontre entre le Conseil national de la communication et les journalistes exerçant dans la ville de Douala dans nos prochaines éditions d'information. Mais déjà... Minute présidentielle. Et dans les minutes présidentielles, ce soir, cette interrogation, savez-vous comment voter? Eh bien, l'exercice est a priori simple, du moins de par la facilité avec laquelle le mot est prononcé, voter, mais l'acte en lui-même n'est pas aussi facile qu'on le pense. Si les plus éduqués s'en sortent facilement, pour les autres votants, l'assistance des membres de la commission locale est requise pour s'en sortir entre le moment où l'on se fait identifier et celui où l'on oppose son empreinte digitale sur la liste pour sceller son acte d'accomplissement du devoir citoyen. Le chemin parcouru par l'électeur, visité à la lumière du code électoral, c'est avec Roland Tsapi. Au terme de l'article 98, alinéa 2 du Code électoral, chaque bureau de vote est doté du matériel électoral nécessaire à l'accomplissement des opérations de vote. Normal, puisqu'en amont, beaucoup d'argent est dépensé pour la préparation du vote, notamment l'achat de ce matériel comme l'encre indélébile, l'isoloir, c'est-à-dire le petit coin couvert aménagé dans un angle où le choix s'opère, les bulletins de vote, les enveloppes, l'urne, etc. À l'article 100, on lit 1. Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe réglementaire uniforme et opaque. 2. Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats ainsi que les enveloppes doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits.
Article 101. 1. Tout électeur régulièrement inscrit sur une liste électorale a le droit de prendre part au vote. 2. Toutefois, ce droit est suspendu pour les personnes frappées d'une condamnation pénale ou faisant l'objet d'une détention préventive ou d'une garde à vue administrative ou judiciaire. En clair, les prisonniers n'ont pas le droit de voter et ne sont pas seulement privés de leur liberté, mais aussi du droit de vote. À son entrée dans le bureau de vote, précise l'article 103, l'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. La commission locale peut autoriser à voter tout électeur inscrit dans ce bureau qui se trouverait pour une cause quelconque empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au préalable s'assurer de son identité telle que prévue à l'alinéa 1 ci-dessus. En d'autres termes, si l'électeur n'a pas sa carte électorale et que son nom se trouve bien sur la liste affichée devant le bureau de vote, il peut présenter sa carte nationale d'identité ou son passeport et voter. Article 104, alinéa 1. L'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition rentre obligatoirement dans l'isoloir et y opère son choix. Simplement dit, s'il y a 20 bulletins de vote sur la table représentant 20 candidats, l'électeur doit prendre tous les 20 et c'est dans l'isoloir qu'il choisit celui qu'il met dans l'enveloppe et le reste dans la poubelle prévue à cet effet. Petite précision, si l'électeur met 2 bulletins dans l'enveloppe, son vote sera simplement nul au décompte. Certains électeurs s'amusent souvent à faire cela en se disant dans leur tête que si ce n'est pas le premier, ce sera le deuxième, parce qu'ils ont la sympathie pour les deux. De même, certains électeurs font l'erreur de laisser le bulletin de leur candidat dans l'isoloir et pensent ainsi le voter. De toute façon, une fois dans l'isoloir, l'électeur est face à sa conscience. Il peut aussi, si aucun candidat ne rencontre son assentiment, laisser tous les bulletins dans la poubelle et sortir avec une enveloppe vide qu'il met dans l'urne. Et là, on dit qu'il a voté bulletin nul. La suite du parcours dans le prochain numéro. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Les administrateurs civils sont-ils au service de l'État et de ses citoyens ou à la solde du parti au pouvoir et son président national Paul Biya? Des leaders de l'opposition et des acteurs de la société civile s'interrogent sur cette réalité. Cela fait suite à un rapport du gouverneur de l'Adamawa adressé au ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji. En 4 pages, Kildaldi Tageke Bouka relate les faiblesses du RDPC et propose des solutions pour faire échec aux partis de l'opposition qui gagnent du terrain et pourraient faire mordre la poussière au RDPC lors de la présidentielle d'octobre prochain. Ces manœuvres sont-elles de nature à garantir un jeu politique sain à l'approche du rendez-vous électoral historique au Cameroun d'octobre prochain? La lecture de Jean-Paul Chuniette. Dans une correspondance adressée au ministre de l'administration territoriale, en date du 4 mars 2025, le gouverneur de l'Adamawa fait une analyse diagnostique de l'état de santé du parti de Paul Biya dans la région Château d'eau du Cameroun. Kildadi Tageke Bouka fait savoir à son patron Paul Atanga-Nji que les responsables du RDPC de son territoire de commandement font tout, sauf ce pourquoi ils ont été mandatés par le comité central du RDPC. Et conséquence de leur refus de se déployer à l'inscription massive des populations sur les listes électorales, des partis de l'opposition gagnent énormément du terrain dans les 5 départements de l'Adamawa. Illustration à l'appui, le gouverneur Kildadi Tageke Bouka livre des statistiques de l'occupation du champ politique, largement en faveur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, à l'instar du département de la Vina, où le parti de Bello Bouba Maïgari a conquis 80% de la population contre 20% pour le RDPC. Excepté le Mbéré ou le parti du Flambeau, contrôle 80% de cette circonscription électorale. Les 2 formations politiques sont au coude à coude dans le Faro et Deyo, le Mayo Bagno, le Djerem. Un terrain expressément abandonné à l'opposition qui pourrait faire mordre la poussière au candidat Paul Biya du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre prochain, souligne à grands traits le patron de l'Adamawa. Kildadi Tageke Bouka va plus loin, proposant au ministre Atanga-Nji de faire virer le chef de la délégation permanente régionale par intérim, Théophile Baoro, l'homme à qui Paul Biya a renouvelé sa confiance 3 semaines plus tard, en le confirmant à ce poste le 25 mars dernier, en remplacement du défunt homme d'affaires Aladji Mohamedou Abo Ousmanou. La révélation publique de ce rapport secret a fait dire au quotidien La Nouvelle Expression: inféodation au RDPC, un gouverneur trahit le ministre de l'administration territoriale.
confirmant s'il en était besoin les dénonciations des leaders de l'opposition sur le jeu partisan de certains gouverneurs, préfets et sous-préfets, à tout manœuvrer pour favoriser le parti au pouvoir dans le jeu électoral et démocratique. Mais les interdictions à tête chercheuse des activités politiques de Cabral Libi du PCRN dans le Mbéré, Jean-Michel Nincho du FCC dans le Mungo, Pierre-Emmanuel Bignam du MRC dans le Vouri et des milliers de cas similaires à travers le pays seraient donc la preuve par 4 des manœuvres de l'administration visant à tuer l'équité et la transparence dans la concurrence politique au Cameroun. Et en jouant l'agent de renseignement pour un parti, le RDPC, le gouverneur Kildadi Tageke Boukar est-il toujours dans son rôle d'administrer, veiller au maintien de l'ordre, assurer le bien-être des populations dans une région de la Damawa, en proie à la misère de ses administrés, au sous-développement, au grand banditisme et surtout à une double grande criminalité transfrontalière, aux confins de ses limites, à l'ouest avec le Nigeria et à l'est la République centrafricaine. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, comme le gouverneur Kildadi Tageke Boukar, sont-ils au service de l'État et ses citoyens? Ou alors les serviteurs d'un homme, Paul Biya, dans un parti-État, au détriment du respect des droits de ses citoyens, de choisir leurs dirigeants selon leurs aspirations profondes de démocratie et de justice? La question se pose ce soir et on parlera du rôle de l'administration territoriale dans la vie des partis politiques au Cameroun avec nos invités. Augustin Kouepou est le coordonnateur de l'unité mobile des inscriptions sur les listes électorales pour le compte du MRC. Bonsoir Augustin. Bonsoir Claude, bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais dire un petit mot à l'endroit de mes amis politiques qui sont toujours dans les geôles de l'ordre de 82. Ça fait 400, pratiquement 6 mois que Bidon Issa, Alain Foguet, M. Zamboué et son fils croupissent dans les geôles. Nous ne savons pas comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, ceux qui nous ont apporté la démocratie peuvent accepter de briser la vie des jeunes dans la démocratie. Merci. Merci Augustin Kouepou. À côté de vous, Landry Kevin Difoko, secrétaire départemental du Vouri pour le Front, pour le changement du Cameroun, FCC. Bonsoir Landry Kevin. Bonsoir, bonsoir aux co-panélistes. Je dis un bonsoir particulier aux millions de téléspectateurs de Balafon. Et c'est déjà un honneur pour moi de passer une fois de plus chez vous pour cette émission. Je salue aussi tous les Camerounais qui croupissent tous les jours pour s'inscrire dans les listes électorales parce que nous savons que nous sommes en année vraiment du changement et malgré toutes les menaces que nous faisons face aux partis d'en face. Et j'espère qu'au cours de ce débat, nous allons pouvoir édifier les Camerounais en ce qui concerne les menaces faites par notre très cher Tangandji, ministre de l'administration territoriale. Bonsoir Hervé Emmanuel Com, politique, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Mon nom s'écrit avec NKOM. Oui. Parce que j'ai des parents lointains qui sont Bayangam, c'est eux qui ont KOM. Donc oui. Je souhaiterais que vous n'affichez plus mon avec cette erreur d'orthographe. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir chez vous, même si j'ai en face de moi le même parti divisé en deux. C'est pas grave. Et je pense en ce moment à mon camarade défunt. On a encore le député de Vouri qu'on va accompagner sa dernière demain cette semaine. Mais bon, la vie doit prendre le dessus sur la mort et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un de mes vaillants combattants, un militant du RDPC, secrétaire de la section de la deuxième, M. Valéry Mandembe. Donc je suis heureux d'être là. Voilà. Et nous de vous recevoir. Bonsoir Roland Tapi, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et comme c'est la mode de penser à quelqu'un, vous me permettez de penser également aux journalistes persécutés au quotidien dans cette démocratie qui est la nôtre. Je pense notamment à Martinez Zogo qui est encore à la morgue quelque part en attendant que son procès connaisse une issue. Et malheureusement, le procès semble s'enliser et aujourd'hui encore au procès, ça a été renvoyé au 17 mai parce que définitivement le tribunal tarde à se saisir définitivement de ce dossier et avancer. Donc c'est une pensée pieuse pour
lui et tous les autres journalistes qui sont déjà morts parce qu'ils défendaient la démocratie. Alors, passez les pensées. On s'intéresse maintenant à cette correspondance du gouverneur de la région de la Damawa, Emmanuel Nkom, adressée au ministre de l'administration territoriale. Il est vrai que c'est une correspondance qui date de mars, mais on revient dessus parce que c'est un sujet d'actualité. Le gouverneur de la région de la Damawa qui fait le point de la situation du RDPC dans son territoire, le RDPC qui se porterait mal, à en croire ce qui est écrit dans cette partie du pays. Mais avant même de parler de la situation du RDPC, un gouverneur qui fait le point de la situation d'un parti politique au ministre de l'administration territoriale qui n'est pas secrétaire général du RDPC, est-ce que ça ne prête pas un peu à confusion? Vous posez une question, vous apportez en même temps une réponse, même si elle est tendancieuse. Le gouverneur ne peut pas écrire au secrétaire général du RDPC. Il écrit à son patron dans la même administration dont il est membre. Il est membre du ministère de l'administration territoriale. Et il écrit au patron du ministère de l'administration territoriale. Maintenant, quant au débat sur le contenu, d'abord je voulais savoir comment vous avez eu cette lettre. Vous pouvez être poursuivi pour recel de documents administratifs. Et deuxièmement, quand j'ai fini de dire comment vous avez eu cette lettre, vu les sentiments d'amitié qui me lient à votre maison, je dois dénoncer une administration. Si cette lettre n'est pas un fake news, alors nous ne sommes pas en sécurité. Parce que je ne pense pas que les documents de l'administration, surtout une note de synthèse de ce niveau, puisse tomber dans le domaine public. Ce n'est pas sérieux. Et donc, en attendant qu'on rentre dans le cœur du débat, s'il y en a un, moi je voudrais simplement dire qu'il est tout à fait normal que le gouverneur, le préfet, le chef, un responsable territorial écrivent à sa hiérarchie. Maintenant, que ça vous plaise ou pas le contenu, tous les jours, il y a des notes de renseignements, des renseignements généraux, et je ne crois pas que vous en débattez. Mais le problème, justement, avec Emmanuel, comme c'est le contenu. Parce que dans le Comment contenu, vous avez eu ce document? Parce que dans le contenu, bon, on l'a déjà ce document, c'est un fait. On a ce document et on en parle. Dans le contenu, on fait le point de la situation dans la région de la Damawa. Lorsque vous lisez les écrits du gouverneur, il présente un peu toutes les défaillances observées, tout ce que le RDPC vit et subit dans cette partie du pays, mais propose aussi des solutions. Vous disiez tout à l'heure que, d'accord, ce n'est pas au gouverneur d'écrire au secrétaire général du RDPC, mais est-ce que c'est au gouverneur de faire le point de la situation d'un parti politique et de proposer des solutions en vue de l'amélioration de la situation de ce parti politique à son ministre de tutelle? Ma réponse est oui. Vous comprenez? La politique, ce n'est pas un jeu d'enfants ni de guignols qui les jouent à la cour de récréation. Tous les jours, il y a des notes de synthèse et elles sont adressées au gouvernement. Ce qui me gêne dans cette correspondance, si elle est vraie, c'est le fait qu'elle soit dans le domaine public. Mais je vous assure, madame, que tous les jours, les gouverneurs, les préfets, les commissaires aux renseignements généraux, les services invisibles et intelligents adressent des notes à leurs gouvernants, et leurs gouvernants appartiennent bien à une mouvance présidentielle. Permettez-moi, je ne fais pas de leçon à cette maison que j'aime beaucoup, mais j'ai suivi un morceau de votre journal tout à l'heure. Vous classez l'UNDP dans l'opposition. Je crois que vous inventez la science politique. Un parti d'opposition ne peut pas être en même temps au gouvernement avec les ministres d'État. Donc quand on rentre dans ce mélange, c'est pour créer la confusion. Maintenant, quand je vous ai répondu oui, vous me dites est-ce qu'il est dans son rôle? Je vous dis oui. Mais est-ce que ça devait fuiter? Je vous dis non. C'est pour le regretter que nous n'ayons pas une administration discrète et avec une correspondance gouvernementale qui parfois va dans tous les sens. Moi, je voudrais qu'on dise que c'est un fake news. Puis ce n'est pas un fake news, c'est un trouble à l'ordre public de venir exposer ce genre de travail. Donc, c'est le rôle naturel, vous l'avez dans n'importe quelle démocratie au monde. Ceux qui gouvernent, bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a le spoil system. Donc, on ne serait pas étonné qu'un gouverneur républicain écrit, mais dans d'autres pays comme la France, que je connais très bien et d'autres, vous faites des rapports aux gouvernants. C'est l'utilisation de ce rapport qui peut être antidémocratique ou contraire à l'ordre public. Et là, vous venez de qualifier l'UNDP, le parti d'opposition, wonderful. Je suis vraiment... je vais prendre un cours de sciences politiques aujourd'hui.
voilà, moi je vous ai dit oui. Si c'est pas une fake news, et je serais triste que dans une maison aussi respectée que Balafon, on fasse des débats sur les fake news. Mais si c'est pas une fake news, oui, une autre comme ça, c'est tous les jours qu'on les fait. Mais maintenant, sa mise sur la place publique est un trouble à l'ordre public si elle a des éléments qui contiennent quelque chose qui rendrait l'administration impartiale. Vous comprenez? Donc moi, je n'apprends rien. D'ailleurs, je peux vous dire, je vais trahir parce que Roland Tapi est mon ami, mais c'est lui qui m'a envoyé la note aujourd'hui. Je suis même titulaire du comité central, je ne veux pas l'information sur cette note. Vous voyez? Ça veut dire que c'est une affaire interne au ministère de l'administration territoriale. La note n'aurait pas dû sortir de votre point de vue, Hervé Emmanuel Cobb, mais elle est dehors et elle questionne un peu, elle amène à se questionner Augustin Kouepo sur l'impartialité du ministère de l'administration territoriale. Qu'on le veuille ou pas, selon Hervé Emmanuel Cobb, c'est logique, c'est normal qu'un gouverneur fasse le point de la situation de son territoire à son ministre de tutelle, mais on parle bien d'un parti politique. Et dans la note, on voit quand même au détail près que le gouverneur va jusqu'à proposer des solutions en vue de l'amélioration de la vie politique du RDPC, même si à côté, il fait le constat selon lequel le SDF, l'UNDP seraient également bien présents dans cette partie du pays et pourraient constituer une véritable menace pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes tous les jours sur le terrain, vous vous occupez d'ailleurs de l'unité mobile en charge des inscriptions sur les listes électorales. Quand on veut faire le point d'une situation comme celle-là, hormis vraiment les casquettes administratives et tout le reste, est-ce que c'est au ministère de l'administration territoriale qu'on fait le point, par exemple, des inscriptions sur les listes électorales ou bien de la situation des problèmes internes d'un parti politique, de votre point de vue? Oui, madame, je suis très choqué d'écouter l'aîné qui est en face de moi confirmer que c'est normal. Et vous savez, quand on est en fin de règne moribond comme ça, vous êtes conseillé par le diable. Donc du coup, tout ce que nous voyons sur la scène politique ou alors dehors, ça s'éparpille partout, c'est un signe qui montre effectivement que ce système est déboussolé et il est en recherche de repères qu'il ne trouve plus. Le gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État dans la région. Le préfet est le représentant du chef de l'État dans son domaine de compétence, dans le département, progressivement. Je ne peux pas m'empêcher de reconnaître que le gouverneur a des informations qu'il doit recouper. Ça entre dans ses prérogatives, mais c'est des informations qui concernent l'état de la nation, qui concernent la sécurité de la nation, qui concernent tout ce qui peut concourir au bien-être des populations. Mais quand un gouverneur de province devient s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand un gouverneur de région, merci, devient l'agent de renseignement d'un parti politique, ça confirme exactement ce que nous disons tout le temps, que toute l'administration est au service d'un homme. Même pas du parti, d'un homme. C'est-à-dire que tout ce qui donne comme renseignement ne concerne exclusivement que le RDPC et son chef. Et nous sommes déçus de comprendre que les autres partis politiques veulent mener les actions dans les régions, dans les départements, dans les arrondissements, sont automatiquement, systématiquement bloqués et les gouverneurs regardent, les préfets regardent, les sous-préfets regardent. D'ailleurs, c'est eux les premiers à toujours signaler qu'il y a risque grave à l'ordre public, trouble à l'ordre public. C'est ce qu'ils utilisent comme terme, ça dit que c'est partout, ça sort de partout. Ils n'ont pas un autre terme que celui-là. Nous le regrettons de savoir que 61 ans, 65 ans après l'indépendance, qu'on en soit encore aux méthodes coloniales, autant pour moi, qui viennent aujourd'hui là montrer aux yeux du monde, aux yeux de tous les Camerounais, que nos administrateurs sont à la solde d'un mouvement. Maintenant, pour parler des inscriptions dont vous parliez tout à l'heure, madame, je vais faire un petit détail ici. Dans le littoral 1, littoral 2 et littoral 4, les inscriptions sont presque arrêtées désormais. Parce que la loi permet aux partis politiques de descendre dans le quartier, d'aller vers les populations avec les kits et les cartes, qui sont d'ailleurs les kits absolument défectueux, c'est-à-dire obsolètes, qui ne répondent plus à rien, puisqu'il y a des moments où vous êtes en train d'inscrire et les récépissés ne sortent pas. Vous voyez, madame. Mais malgré cette situation-là, nous faisons des efforts colossaux pour accompagner
les agents allaient comme sur le terrain, en allant dans les quartiers, demander aux populations de venir s'inscrire. Parce que la subtilité de ces gens, c'est quoi? C'est qu'il y a des moments où ils sortent, ils peuvent arriver à Balafon et ils se mettent dans un petit coin qui est obscur là-bas pour ne pas permettre aux populations de s'inscrire. Ils vont venir sur les antennes dire ici que non, on est en train de tout faire pour que les Camerounais s'inscrivent au maximum. Or, notre rôle, c'est de descendre et d'aller dire aux populations, et les Camerounais situés à tel endroit, venez massivement vous inscrire. Mais là, il y a eu un incident, il y a pratiquement 3 semaines, voire 1 mois à Bonabéry. Malheureusement, ils ont sauté sur l'occasion pour empêcher désormais aux agents et les Camerounais de ne plus aller dans le quartier. Ils ont choisi des sites, à Douala 2 par exemple, ils ont choisi la préfecture et la mairie. C'est-à-dire que 2 sites côte à côte. Les populations sont dans le quartier. Imaginez-vous un parent qui doit partir payer 1000 francs de transport pour venir s'inscrire. Un enfant qui n'a déjà pas d'emploi. Il faut qu'il parte de Kassa-la-Femme pour venir s'inscrire à la sous-préfecture. Ça devient pénible. Alors que notre travail parti politique, c'est d'aller vers les populations et les inciter à s'inscrire pour qu'on sorte effectivement de cette léthargie qui fait qu'au Cameroun, on a fatigué les Camerounais pour qu'ils ne s'inscrivent pas à cause de ce que monsieur l'aîné vient de dire ici, que le renseignement que le gouverneur donne à la hiérarchie concernant le parti est normal. C'est une absurdité incroyable. Alors, parlant des partis politiques de l'opposition qui sont régulièrement bloqués, j'utilise votre expression, par votre web d'ailleurs, par l'administration, il y a le FCC, le Front pour le changement du Cameroun, qui a d'ailleurs essuyé une interdiction dernièrement, le 10 avril dernier, lors d'une manifestation qui était organisée dans le département du Mungo. Cette interdiction du sous-préfet relative à une manifestation que vous organisiez. Il y a donc ça. Il y a aussi cette actualité autour de la Damawa, entre le gouverneur, entre le ministre de l'administration territoriale sur un parti politique qu'est le RDPC. Au sein du FCC, comment vous observez, comment vous analysez ce qui se passe là-bas? Oui, déjà, Claude, je commence par la note du gouverneur. Cette note prouve à quel niveau les partis politiques sont mal scellés dans ce pays. Et aussi, cela justifie l'interdiction des manifestations, parce que nous constatons ici que tous nos gouverneurs, en fait les administrateurs publics, sont des agents de renseignement, comme mon copénaliste a dit, sont des agents de renseignement d'une personne, du président Paul Biya, et plus précisément d'un seul parti politique. Alors que normalement, un gouverneur dans une région devait jouer un rôle administratif, c'est-à-dire donner le renseignement en ce qui concerne toute la région, le fonctionnement des partis politiques, le fonctionnement de la société civile et la sécurité dans sa région. Alors, lorsque ce gouverneur se permet déjà de faire une étude comparative et une étude de proximité par rapport à un seul parti politique, au point de comparer même les pourcentages par rapport à la mobilisation des militants, cela montre à suffisance que ce gouverneur est au service d'une seule personne, le président de la République et le RDPC, alors qu'il devrait être au service des populations. Alors, dans ces régions, nous constatons aussi que ces partis d'opposition sont malsainés, je vais dire quoi, ils trouvent des interdictions lorsqu'ils ont des réunions, des meetings. Vous avez parlé du Mungo Sud. Nous avons connu l'interdiction du sous-préfet de Mbanga le 10 avril. Il a interdit un meeting qui devait se tenir dans un foyer. Et nous notons ici que les propriétaires du foyer ont bien autorisé la manifestation et la lettre avait été déposée bien avant les délais. Le 10 avril, ce sous-préfet a notifié le responsable du FCC, le coordonnateur départemental du FCC Mungo Sud, qui est le camarade de Tatude Irénée. Alors, il s'est trouvé interdit cette manifestation, soit disant que c'est pour l'ordre, une question de sécurité, trouble à l'ordre. Alors, nous remarquons, après ces multiples interdictions, nous avons remarqué, quelques jours après, un ensemble de personnes qui se sont regroupées dans des carrefours pour manifester, soi-disant, l'anniversaire d'un parti politique. Je ne sais pas si ces partis politiques, déjà à la base, demandent l'autorisation que nous nous permettons de le faire chaque fois que nous voulons manifester ou chaque fois que nous voulons nous réunir.
Et je suis prêt à parier que ce parti n'a jamais demandé une manifestation parce qu'ils le font, vu que le pays les appartient, ils le font tout le temps. Et du coup, vous voyez qu'ils mettent sur pied des manœuvres pour frustrer les militants, pour frustrer les populations. Mais déjà, nous sommes en année électorale. Je veux plus vous dire qu'avec la tendance des inscriptions qui se passent sur le terrain, je le dis parce que déjà, moi, je suis membre de la commission mixte sur les listes électorales à Douala 5e. Nous observons une tendance massive des Camerounais qui veulent vraiment le changement, malgré les perturbations que le groupe analyste a dénoncées tout à l'heure, parce que nous observons le régime en place est tenté de mettre tout sur pied pour empêcher les Camerounais de s'inscrire. Les partis politiques à Elekam, nous sommes partenaires. C'est la loi, nous sommes partenaires, ça veut dire nous accompagnons Elekam dans les inscriptions. Les partenaires, ça veut dire Elekam seul ne peut pas peut-être se déployer sur le terrain. Nous, les partenaires, nous avons des responsables locaux dans nos partis politiques qui maîtrisent le territoire. Avec eux, nous descendons pour inscrire les Camerounais. Et lorsque Elekam, à cause d'un problème qui s'est passé à Bonabéry, se permet de condamner tous les arrondissements dans le Vouri. Il a cité Douala 2e, Douala 1er, Douala 5e qui est l'un des plus grands arrondissements dans le Vouri. Vous avez vu, ici chez nous, il y a 4 kits, Douala 5e. Déjà, nous demandons les kits chaque fois. Il y a environ 17 partis politiques représentés à Douala 5e, mais nous avons 4 kits. Imaginez si les 17 partis politiques veulent faire une descente, et même je vous voyez que c'est pratiquement impossible. Et déjà avec ces 4 kits actuellement, on a créé des points stratégiques. Douala 5e est tellement large. Nous avons un point à Bonamoussadi au marché, à la mairie là, un point au Carrefour Coton, un point à l'hôpital général et un point au Rond-Poulain. Imaginez quelqu'un qui est par exemple à PK 17, venu au Rond-Poulain. Nous savons que l'âge de l'électeur c'est 18 ans. Un enfant de 18 ans est probablement 20 ans. Désolé, 20 ans. Un enfant qui est probablement à l'université, qui se débrouille à peine à avoir 100 francs pour aller à l'école, comment est-ce qu'il doit faire pour quitter PK17 et venir au Rond-Poulain s'inscrire? Ou même un enfant qui est à Bipanda, comment est-ce qu'il doit faire pour quitter Bipanda au MISPOR pour venir à la mairie s'il n'a pas de transport? Donc c'est tout ce problème d'accès, de faible accès au dispositif d'Elections Cameroun que les partis politiques dénoncent à chaque fois. Oui. On aura l'occasion de revenir sur le sujet une prochaine fois, mais restons sur le sujet du jour, notamment le rôle de l'administration dans la vie des partis politiques. Roland Tapi, dans chacune des interventions, il y avait cet embarras entre ce que doivent faire les administrateurs civils, ce que les administrateurs civils ne doivent pas faire. Il y a les gouverneurs, il y a les préfets, il y a les sous-préfets qui représentent l'administration au Cameroun. Est-ce que faire le point d'une situation, de la vie des partis politiques fait partie des missions des administrateurs? Quel est même le rôle des administrateurs? Prenons le cas de l'administrateur comme un gouverneur de région. Il est chargé de faire quoi? Disons que d'après la loi de 2008 qui organise les fonctions administratives des gouverneurs, préfets et sous-préfets, il est prévu que le gouverneur, par exemple, dit-on dans cette loi, je l'ai ici, le décret 2008-377 du 12 novembre, fixant les attributions des chefs de circonscription administrative et portant organisation et fonctionnement de leurs services. 1. Le gouverneur est un fonctionnaire nommé par décret du président de la République. Il est dépositaire de l'autorité de l'État dans la région et à ce titre, il représente l'État dans tous les actes de la vie civile en justice. Veille au respect et à l'exécution des lois et règlements et décisions du gouvernement. Veille à la mise en œuvre du plan des programmes de développement économique et social. Assure le maintien de l'ordre public en application des lois et règlements en vigueur. Prend les mesures nécessaires à la préservation de la paix sociale et au bon fonctionnement des services déconcentrés de l'État dans la région, s'assure, le cas échéant, de l'effectivité de la continuité du service public dans les administrations organisées, placées sous son contrôle, assure les relations avec les postes consulaires. Il n'y a là rien qui concerne des partis politiques, même si plus loin on peut dire que ça
participent du développement socio-économique et autres de la région. Mais il faut dire que cette loi est une évolution depuis l'époque coloniale. Et c'est là où je dis, je suis d'accord avec Hervé, que c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que il ne faut pas s'attendre qu'un collatier vous produise des manques. Pas du tout. Depuis l'époque coloniale, quand les hauts commissaires français étaient au Cameroun, que ce soit Pierre Messmer, que ce soit Roland Pré et tous les autres, à partir de 1955, ils appelaient ça quoi à l'époque? Les chefs de district envoyés dans les régions, que ce soit Bamileke, Bassa et tout, avaient une mission essentielle, simple et précise. Traquer les militants de l'UPC. Faire un état détaillé de la situation de l'évolution de ce parti dans leurs régions respectives. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'appuyaient sur les chefs traditionnels à qui ils imposaient ou bien intimaient l'ordre de leur remonter systématiquement toutes les activités du parti. Ce rôle colonial attribué aux administrateurs des régions, c'est ça qui est en train de se perpétuer. Et ça conforte les Camerounais dans l'idée que le gouvernement actuel n'est qu'une continuité de l'époque coloniale. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Et une fois qu'on a compris cela, que le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, n'est que, comment dire, les subsides, les reliques de ce que le colon nous a laissé, on comprend aisément que malgré l'évolution de la loi, malgré l'évolution des textes, malgré le changement des contextes, parce qu'on est parti d'abord de cette époque coloniale où on avait tout fait pour, comment dire, éteindre l'UPC qui était le seul parti vraiment nationaliste à l'époque. On est passé à l'époque de l'indépendance où le premier président a tout fait pour éteindre tous les partis, soi-disant en les absorbant. Et en arrivant en 1966 à ce qu'il a appelé l'unification de tous les partis pour créer l'UNC, l'Union nationale camerounaise, on est parti de... Et pendant qu'on était dans le parti unique, justement, tous les gouverneurs des provinces à l'époque, effectivement, étaient automatiquement bandits. Bref, tous les Camerounais étaient supposés être militants de l'UNC. La carte du parti faisait même partie des pièces exigées à l'époque. Quand la police ou le gendarme vous demandait, vous interpellant, vous devriez montrer la carte du parti, votre carte nationale d'identité, votre carte des impôts, et la carte d'électeur. La carte d'électeur. Et même à ce moment, l'élection était obligatoire. Bref, tout le monde était supposé participer à la vie politique. Et on est passé de cette époque du parti unique à l'époque du pluralisme en 1991. Sauf que dans leur mentalité aujourd'hui, comme on dit que nous sommes encore dominés par la mentalité coloniale, il ne s'agit pas seulement de la population qui pense plutôt que ce qui vient de l'extérieur, c'est ça qui est bon et on fait tout pour imiter ou bien pour partir à l'extérieur. Même au niveau de l'administration, la mentalité coloniale est restée. C'est pour ça que le gouverneur, dont les missions sont vraiment celles de s'assurer que toute la population lambda se porte bien dans sa région, se sent obligée de se transformer en agent de mission du parti au pouvoir pour lui faire un état des lieux détaillé et comparatif de la situation du parti au pouvoir dans sa région, ce qui n'est pas de son rôle. Je suis encore d'accord avec qu'il écrive au ministre de l'administration territoriale parce qu'effectivement, l'élève suit le maître. Si le ministre de l'administration lui-même est déjà immixé dans la vie des partis politiques au point de choisir qui est dirigeant de tel parti ou qui ne l'est pas, vous comprenez très bien que tous ceux qui travaillent sous lui devraient tout faire effectivement pour s'immiscer dans la vie des partis politiques. Sauf que cela se fait à des degrés divers et de manière différente en fonction de là où on se trouve. Soit on s'immixe en faisant tout pour interdire l'évolution d'un parti politique de l'opposition, ça c'est le cas des sous-préfets et autres, soit on s'immixe pour attirer l'attention de sa hiérarchie. Bon,
Hervé pense que le gouvernement ne devrait pas écrire au secrétaire général de l'UPC, mais écrit plutôt au ministre de l'administration territoriale. Sauf que je me pose là toujours la question, en tant que ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il a à faire avec l'évolution ou pas, ou bien l'état du parti qui est en train de perdre pied sur le terrain ou pas? On comprend très bien que de toute façon, ils sont dans cette logique, la logique coloniale depuis longtemps, de s'assurer que c'est le parti au pouvoir qui doit pouvoir régner partout où ils sont. Et quand ils se comportent comme ça, ne soyons pas surpris de voir qu'il y a des régions où des chefs traditionnels doivent détruire les pancartes des autres partis politiques en disant qu'ici, il n'y a que le RDPC qui peut évoluer. Au-delà, on ne voit aucun autre parti politique. Ici, c'est exactement la même chose que le gouvernement est en train de dire pour attirer l'attention de sa hiérarchie que le pays qui était, ou bien la région qui était la nôtre, là, est en train d'être grignotée par des gens qui n'ont pas de raison d'être. Je vais finir en disant une chose. 5 secondes. 5 secondes. Non, vous aurez le temps de parler. Elle disait tantôt que nous sommes en train de faire fausse route en disant que l'UNDP est un parti de l'opposition. S'il n'était pas un parti de l'opposition, le gouverneur lui-même n'aurait pas indiquer ces mouvements comme étant, concurrentes à celles du RDPC. 2, nous savons très bien que si on parle de coalition, de majorité gouvernementale, c'est tout simplement parce que le parti au pouvoir s'est allié à d'autres partis de l'opposition. Même s'ils font aujourd'hui partie de l'Alliance, il n'en reste pas moins vrai que c'est un parti de l'opposition. C'est noté, Roland Tsapi. Hervé Mayakom, est-ce que la nomination fait d'office d'un administrateur un membre du RDPC? Est-ce que la nomination octroie directement la carte de membre à un administrateur? Madame, Roland Tsapi est mon ami. Et c'est qu'il y a des télévisions, je ne vais plus parce que le consultant devient le contradicteur. Donc ils sont 3 maintenant, je les croyais à 2. Deuxièmement, pour qu'on puisse discuter avec le bon ton que nous avons, il faut que le niveau du débat, on ait un même niveau d'information. Il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Je crois que le débat va devenir lunaire si on suit les déraillements, c'est-à-dire on parle d'une lettre qui aurait dû rester à l'intérieur du MENAT pour commencer à faire le mur des lamentations. Si on ne va pas construire le mur des lamentations. Je reviens pour vous dire que si vous êtes un naïf, ne venez pas en politique. La politique, ce n'est pas une fédération de la naïveté. Et l'administration, bien que n'étant pas un organe de base du RDPC, l'administration sert le gouvernement en place. On a écrit au ministre de l'administration territoriale. On n'a pas écrit au secrétaire général du RDPC. Donc, la curiosité, vous voulez m'entraîner dans un commentaire qui va dans tous les sens. On ne va pas débattre. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de moi. J'ai passé un moment de mon temps dans une école d'administration en France. Et je suis étonné que Roland, qui est un homme qui regarde les activités, dise que les partis politiques ne font pas partie fondamentalement de la notion d'ordre public. Mais par définition, la notion d'ordre public est politique. C'est la en disant que les gouverneurs n'ont rien à voir avec les partis politiques circulés, ça veut dire que tu as vidé la notion d'ordre public. Et je suis d'accord avec Augustin et Landry en disant que nous avons des progrès à faire en matière de liberté publique et c'est un débat qu'on ne peut pas fermer. Tu connais ma position là-dessus. Je pense qu'un parti légal ne peut pas être privé de ses moyens d'activité pour aller à la conquête des électeurs ou des militants. Et quand j'ai fini de le dire, c'est pour dire que qu'un gouverneur, un préfet, un commissaire, parce que je vous ai dit que l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Ça, ce n'est pas une note interne au RDPC. Lui, moi, on discute souvent, j'ai dit, beaucoup de gens parlent du RDPC sans avoir lu le livre jaune. Je veux qu'on me repose ce qui est dans le livre jaune. Mais je ne suis pas responsable parfois de quelques comportements de l'administration qui pourraient donner l'impression qu'on serait dans un état partial. Là, c'est une idée qu'il ne faut pas laisser circuler. Elle serait dangereuse pour l'ordre public et la confiance que nous devons avoir. Je vous ai dit que dans cette note, c'est une note normale de tous les jours. C'est une note de synthèse et c'est une note qui fait la situation de la région administrée par le gouvernement. Moi, je suis membre de la plateforme Elec pour le Vouri, comme Landry, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a des régions qui sont administrées pas par le RDPC.
Et ça n'a pas été la fin du monde. On sait qu'il y a des mairies qui ont été gagnés par des concurrents. Ce n'est pas la fin du monde. Nous devons nous inscrire simplement dans la confiance pour ne pas créer la confusion dans une année aussi sensible que celle-ci. Et je vais vous dire la vérité. C'est une instrumentalisation de quelque chose qui devait rester à l'intérieur de l'administration, de sortir cette note que vous-même vous dites qu'elle a plus de 2 mois. Donc, aujourd'hui, le débat qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le fait que le gouverneur écrive cela peut changer le vote. J'ai dit non. Non. Par exemple, Jean-Michel Nietzsche, qui a quand même une de mes relations depuis au moins 40 ans, je ne dirais pas autre chose. Mais Jean-Michel Nietzsche est député de ma circonscription. Il a été élu et j'ai du respect pour la mission démocratique que le peuple souverain lui a donnée. Si on suit votre narratif, Jean-Michel n'aurait jamais été élu parce que c'est un député actif, activiste et combatif. Vous comprenez? J'ai du respect pour lui. Bon, si le MSC n'est pas allé aux élections, Augustin Ouattara n'a qu'à s'en prendre à ses dirigeants. Mais moi, je n'aurais jamais accepté si le MSC avait une mairie qu'on empêche le MSC de se déployer dans la circonscription où il a eu le suffrage universel. Donc revenons à quelque chose de normal. Mais pourtant, c'est ce qui est fait, c'est qu'on empêche aux partis politiques. Je le dis tous les jours pour le regretter. On n'empêche pas au sens aussi superlatif que Landry a voulu dire, mais je dis qu'une entrave au déploiement des activités politiques de nos concurrents est quelque chose qu'on devra dépasser un moment parce que la démocratie est irréversible. Et c'est ça la volonté du président. Maintenant que nous n'ayons pas encore les moyens du maintien de l'ordre, ça ne peut pas être une excuse éternelle. Et moi, je le dis ici, ce n'est pas à nous de désigner les dirigeants des associations qui sont concurrentes à la nôtre. Je ne rentrerai jamais dans les affaires du MRC. Hein, ça ne me regarde pas. Je ne rentre pas dans les affaires du FCC. Je ne veux pas entrer dans les affaires du PCRN. C'est la réciproque que je demande. Et donc, je dis à mes amis que vous ne pouvez pas rendre le RDPC responsable parfois de certains zèles de l'administration. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Je voudrais que ça soit compris définitivement. Et on se connaît. Moi, je n'ai pas peur de la compétition politique. Jean-Michel Nietzsche est mon député. Même si on n'est pas d'accord sur son activisme, mais je peux pas avoir un député qui est actif, même s'il ne vient jamais rendre un compte parlementaire, mais je ne peux pas avoir ce député que d'avoir un député qui ne fait rien. Donc, ce qui se passe là est une affaire à l'intérieur du ministère de l'administration territoriale. Le RDPC n'a pas passé commande de cette note. Et à moins, Augustin, que je me trompe, je crois que la Damawa, le conseil régional à Damawa n'est pas RDPC. Mais voilà. Mais voilà. De quoi s'agit-il là? Et quand on a cité les partis qui sont dedans, excusez-moi, l'UNDP pour moi n'est pas dans l'opposition. Je sais de quoi je parle. Justement, je voulais rebondir. Le conseil régional de la Damawa est l'UNDP, mais vous disiez tout à l'heure que l'UNDP n'est pas un parti de l'opposition. Mais écoutez, madame, je suis obligé de faire un cours de sciences politiques. Quand vous gagnez les élections, Roland le sait, vous faites des alliances. Comme le FCC, même s'ils ne sont pas encore au pouvoir, est déjà virtuellement en alliance avec le MRC. Et quand vous avez fait une alliance, vous devenez co-comptable de ce que vous faites ensemble. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis au gouvernement, j'ai les gardes du corps, je suis ministre d'État, je fais ceci, mais quand il s'agit de dire que les résultats, le travail du gouvernement n'est pas bon à terre, non, c'est le RDPC. C'est une association d'attrape-pouillon. Mais est-ce que cette alliance-là ne s'est pas brisée avec le temps? L'alliance n'est pas brisée. Parce que quand on lit ce qui est écrit, le gouverneur craint que l'UNDP rafle tout. Madame, le gouverneur n'est pas élégant. Je veux parler en français facile. Hein. Le gouverneur fait son travail. Contrairement à ce que Roland a dit, il le sait, il fait de mauvaise foi. Le gouverneur est dans son rôle pour faire la synthèse de la situation politique de la région dont il est gouverneur. D'accord? Ce n'est pas un travail qu'on a donné au RDPC pour lui dire allez dans tel bureau de vote, fermez le bureau parce que là sont les électeurs de telle personne. À vous entendre ici, c'est comme si c'était le cas. Ce n'est pas le cas. Et je vous dis que cette région est une région UNDP. Bien sûr que nous avons envie de conquérir
Mais c'est le résultat que nous donnera les résultats. C'est noté. La note que ce gouverneur écrit, si le président de session RDPC de la région de l'Adamawa faisait cette note, elle devait être de bonne foi. Parce qu'en tant que responsable politique dans l'Adamawa, c'est normal de faire ce rapport. Mais si c'est un gouverneur qui le fait, ça veut dire qu'il est parti pris. Très bien, c'est un débat lunaire qui ne me concerne plus. Je suis membre titulaire du comité central du RDPC. Je ne suis pas dans la fonction publique ni dans l'administration. Je réponds des actes de RDPC et des actes du gouvernement que nous soutenons. Mais maintenant qu'il y a une note interne dans une administration, vous essayez de faire un lien direct avec le RDPC. Je vous ai dit, voici les statuts du RDPC. Est-ce qu'on a adressé cette lettre au comité central du RDPC, Landry? Au ministre de l'administration territoriale. Une étude comparative entre le RDPC et les partis d'opposition. Et dans cette note, le gouverneur demande... Il suggère que le chef de la délégation permanente du RDPC soit changé. Il demande à Taradi, qui est membre du comité central, il demande à Taradi titulaire de se méfier par rapport à l'engouement que l'opposition est en train de prendre dans la Damawa. Cela montre en suffisance que le gouverneur est très inquiet par rapport à la montée de l'opposition dans sa région, vu qu'il est parti. Et va jusqu'à faire des propositions. Le gouverneur est un humain. Il n'administre pas un cimetière. Il administre des populations. Et le gouverneur est un humain. Vous posez une question que ça peut blesser votre sentiment de ce qui doit être commun entre nous, c'est-à-dire l'impartialité de l'État. Et là, vous avez raison de dire qu'il y a des limites que personne ne doit traverser, surtout lorsqu'on est dans une structure qui est censée servir l'intérêt général. Là, nous n'avons pas de débat. Mais je vous dis, c'est une note interne au ministère de l'administration territoriale. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, moi, je fais les notes tous les jours à la hiérarchie de mon parti. C'est normal. Je suis militant. Je suis membre de la délégation permanente du RDPC dans le Vouri, présidée par Camille Ekindi. Nous sommes 4 membres. Tous les jours, nous faisons des synthèses. Et quand tu vas en Ndokoti avec tes gens pour mettre les choisibles, faire ce que tu as cru faire croire que ce sont les inscriptions, alors que c'était l'agitation, j'écris. Mais tu n'as pas accès à ma note parce que, heureusement, au RDPC, il y a encore des réseaux qui sont sécurisés. Je suis malheureux qu'une note de synthèse qui est normale d'un gouverneur se retrouve dans la place publique et qu'on voudrait instrumentaliser. Mais vous avez tout échoué. Parce que dans cette région, c'est l'UNDP qui est à la tête. C'est noté. Augustin Kouepo, que la note soit vraie ou soit fausse, le constat est là. Ça commence à évoluer. Bon. Non. De votre point de vue, que la note du point de vue d'Hervé Emmanuel comme soit vraie ou soit fausse, la réalité est là, c'est qu'au sein des partis politiques de l'opposition, ça devient de plus en plus difficile d'évoluer, de se déployer sur le terrain, compte tenu de ces interdictions. C'est faux. De ces interdictions des administrateurs, ainsi de suite. Si le problème actuel, c'est cette synthèse du gouverneur de la région de la Damawa faite à l'administration territoriale, si cette synthèse était faite de manière régulière concernant la vie, par exemple, de d'autres partis politiques de l'opposition, est-ce que ça changerait l'image qu'on a de l'administration camerounaise? Ou alors, vraiment, note sur le MRC, le SDF ou quoi que ce soit, ça ne change en rien l'image que vous avez depuis le début, compte tenu de ce que vous vivez de l'administration, du ministère de l'administration territoriale? Oui, je vais aller plus loin. Madame. Je vous dis, j'avais beaucoup d'admiration pour le grand frère Evecom quand il était en Europe. Ce n'est plus le cas. Je le suivais dans ces débats. Je ne savais pas que tu me dis. Je le suivais dans ces débats, ces prises de position qui étaient des positions d'un intellectuel. Mais il me semble que quand on est dans ce panier à crabe du RDPC, on perd complètement sa substance. Moi, c'est un jugement personnel. Je suis surpris. Le grand frère est en train de dire que le gouverneur est dans son rôle. Moi, je dis non, il n'est pas dans son rôle. Quand vous êtes le chef d'un parti, vous devenez le chef de l'État, vous sortez de ce carcan de parti parce que vous devenez le président de tous les Camerounais. Exactement, parti. Pareil pour les représentants du chef de l'État qui sont dans les régions. Le gouverneur, il peut donner des renseignements sur la situation sécuritaire, sur la situation sanitaire, sur la situation infrastructurelle, économique. Il ne peut pas aller donner des renseignements au point de faire des propositions. Que voilà ce que nous pensons, il faut faire ceci, cela, pour mettre à mal d'autres partis politiques. Ça veut dire qu'il se prononce là clairement comme un membre de ce parti ou un agent de renseignement. Maintenant, pour revenir véritablement à la question qu'on vient de poser, qui est celle qui nous épingle tous les jours, les inscriptions. Moi, je suis
coordonnateur de l'unité mobile. Je porte une trentaine de jeunes que je balade tous les jours dans les villes de Douala pour aller travailler sur le terrain de bénévoles. Mais je dis ce que je vois est ahurissant. C'est à la limite intolérable à ce siècle. Les appareils que nous avons, Grand Frère, il faut faire un tour pour regarder. Non, je suis d'accord. C'est des appareils. Et quand on n'a pas les moyens de sa mission. Et les CAM a 50 milliards de budget. Ils ont de grosses voitures. Ils sont logés dans des maisons de fonction telles que même vous qui êtes un membre du comité central ne pouvez pas avoir accès. Vous voulez qu'ils aient un moto en plus? Non, pas du tout. Je voudrais qu'ils aient des moyens. Je veux qu'ils aient des moyens. Je veux qu'ils aient des moyens. Des moyens décents. Mais la priorité, c'est d'abord de faire leur travail, de remplir leurs obligations. C'est-à-dire que celle de donner aux Camerounais les moyens d'inscription aisés. Je vous parle là des appareils qui sont obsolètes et inappropriés. Plus de 10 ans. Mais nous en sommes tous victimes. Avec ce montant. Non. Le NDPC est victime aussi. Non, le NDPC a son climat déjà coupé. C'est pour ça que depuis un certain moment là, vous entendez, ils disent qu'ils ont 4 millions de je l'ai dit, oui, militants. Je l'ai dit ici. Déjà, écoutez, vous avez 4 millions, vous avez 4 vois millions, que tu me suis, c'est bien. Mais vous avez, à la dernière élection, vous avez eu... Bon, vous avez parlé de presque 2 millions. Le vote est libre au Cameroun. Alors, si le 2018, les dernières élections présidentielles, à 2025, 7 ans après, vous êtes parti de 1 800 000 inscrits à 4 millions, vous avez 2 200 000. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le même logiciel d'inscription que nous. Ça veut dire que vous avez un autre moyen d'inscription qui n'est pas officiel. Parce que nous, qui inscrivons tous les jours sur le terrain, nous nous rendons compte que les appareils ne permettent pas de faire, un kit ne permet pas de faire plus de 100 inscrits régulièrement par jour. Donc ce sont les appareils qui font en sorte que les inscriptions n'évoluent pas. Pas le faible engouement. Non, c'est un élément. C'est un élément. Le deuxième élément, c'est que Elecam reçoit fermement des instructions de ne pas aller aux endroits qui sont saillants. Ah, laisse ça. Je peux vous le dire. J'ai fait une vidéo l'année dernière. C'est la démagogie que tu commences à dire. Non, moi, ça dit que moi j'assume ce que j'ai dit et je vais vous apporter des preuves. L'année dernière, j'ai fait une vidéo. Si je fais apporte des preuves. Allez-y, j'ai fait une vidéo. On était en train d'aller travailler à Douala 1er. Les gars sont descendus avant nous. Vous savez où ils sont allés se mettre? Regardez le marché, comment on appelle là-bas, Sandaga. Le pont, le petit pont qui est là. Quand vous traversez le pont, il y a les vendeurs de fruits à côté. Ils sont entrés dans ce labyrinthe-là pour aller se mettre à côté du drain dans une vieille église abandonnée, telle que même si vous passez devant là, vous ne pouvez pas voir. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo. Allez demander à vos camarades, ils m'ont interpellé. J'ai fait une vidéo et cette vidéo a permis qu'on fasse une réunion pour dire que non, ne permettez plus à ces gars de vous filmer comme ça. Non, mais est-ce que c'est pour empêcher aux électeurs de s'inscrire, ou simplement, justement, du fait du faible moyen, du manque de moyens financiers dont vous parliez tout à l'heure? Mais qu'on invite dans les partis politiques... Parce que même au sein d'Elections Cameroun, ils se plaignent de l'accès au quartier, à certains quartiers. Nous les accompagnons. Ah bon? Oui, nous les accompagnons. Quand vous avez fait un Dekoti. Nous les accompagnons et nous mettons tout ce qui est possible pour les mettre en sécurité. Les bâches, nous venons avec les bâches pour les mettre... Vous prenez l'argent là-haut derrière. Non, nous avons un souci d'inscrire les Camerounais. Nous avons un souci d'avoir le nombre. Parce que c'est du nombre, vous le savez, M. Emmanuel Évêque, vous le savez que c'est à partir du nombre qu'on va vous chasser. Est-ce que vous êtes propriétaire des votes de ceux qu'on inscrit? Parce que là, il y a une pente savonneuse là. Ça veut dire que vous avez déjà bourré les urnes. Parce que vous parlez comme si vous êtes sûr que celui que vous amenez pour t'inscrire, il vote pour vous. Non, nous n'avons jamais demandé sur le terrain au Cameroun d'aller voter. Ils sont encore au niveau des inscriptions. Nous ne venons pas le conseiller. Nous ne venons pas avec la casquette de dire allez-y voter. C'est bon, Aimé Mayenkom, c'est bon. Tes collaborateurs avaient des chasubles MSC. Moi, j'étais parmi ces gens-là. Ben voilà. J'étais parmi ces gens. Au moins, on est d'accord sur les faits. Attends que je te dise. Oui, les partis politiques doivent concourir à l'incitation à faire aimer les élections. Absolument. Il y va de la vie de la démocratie. Mais ça doit se faire dans le respect de l'ordre public. Absolument. Quand vous allez en Dokoti et que vous faites inscrire les gens qui viennent pour faire le marché et qui viennent de Dizangue, Yabassi et tout, vous savez pertinemment qu'ils ne vont pas récupérer leur bulletin. Non. Vous voulez créer des conditions pour justifier le chaos que vous voulez organiser. Non. Ça veut dire que vous ne connaissez pas comment ça se passe. Je suis membre de... Je vais vous dire, M. Emmanuel Évêque, à chaque fois que Elecam descend, par exemple en Dokoti, on fait venir 5 kits ou 6. Tu as dit qu'il y avait que 4 endroits. Non, il a dit, c'est vrai. Mais je dis quand on fait une inscription,
assez ouvertes comme ça. Douala 1er là, Douala 2, Douala 3, Douala 4, Douala 5. Et ça, arrondissements sont représentés. D'accord. Maintenant, le Douala 1er, c'est pour inscrire les gens qui habitent Douala 1er. Comment vous le savez? Mais puisque les kits sont bien précis, quand vous venez, vous dites vous êtes de Douala 1er, on vous oriente vers le kit de Douala 1er. Augustin, malheureusement, moi j'ai des preuves qu'on a inscrit des gens de côté qui n'habitaient même pas le Bouri. Ça veut dire que les agents, ils n'ont quand même pas fait leur travail. Et ce sont ces gens-là qu'on a évacués sur 200 000. La première question, c'est que vous habitez où? Exact, mais comme vous les avez préparés pour mentir. Maintenant, ça va être contre eux. Non. Vous ne pouvez pas être à Douala 5e et aller Justement, il y a ce problème qui se pose. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous déployez, vous encouragez les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Mais Douala, c'est une ville qui accueille tellement de personnes, ceux qui viennent faire, justement, ceux qui viennent, soit les déplacés internes, soit ceux qui viennent pour un court séjour, ainsi de suite. Est-ce que ce sont ces mêmes personnes-là que vous courtisez pour qu'elles s'inscrivent ici à Douala, ne vivant pas à Douala? Comment est-ce que vous vous déployez sur le terrain? J'ai fait la précision avant que permettez. Quand vous venez du sud-ouest, quand vous avez fui les sociétés du sud-ouest pour être dans le littoral désormais, et que vous avez votre carte d'électeur, dès que vous arrivez ici, vous ne pouvez pas être acteur ici, vous ne pouvez pas voter avec cette carte. Du coup, quand vous allez vous inscrire, la question qu'on vous pose, vous habitez où? Vous venez d'où? Si vous sortez du sud-ouest, vous présentez cette carte-là. On la retire et on vous inscrit à nouveau et vous avez un récépissé. Et vous pouvez, quand vous avez un domicile, là où vous avez déclaré. On vous prend sur parole. On vous croit sur parole. Ah bon? Oui, même les témoins de Jéhovah vont en douter. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne joue pas avec l'ordre public. Ça veut dire que le système est obsolète. S'il vous plaît. Déjà, le processus d'inscription d'un potentiel électeur est très simple. Je pense que la première question que l'agent électoral demande, c'est le domicile. Et après le domicile, on demande s'il a déjà été inscrit une seule fois. Et s'il a déjà été inscrit, je prends un simple cas, nous sommes là à Douala 5. S'il a déjà été inscrit, par exemple, il vivait à Bonabo, il était en location à Bonabo. Aujourd'hui, il a conçu à Lundi. On constate qu'il s'est peut-être délocalisé, mais il est dans le même arrondissement. Là, on doit préciser que non, monsieur, vous n'êtes pas habilité à vous inscrire à nouveau. Mais si on est dans le cas où l'électeur a changé de ville ou d'arrondissement, là, le processus a prévu la mutation. La mutation, on doit muter cet électeur. On doit muter. Et pour muter, il doit avoir, s'il a l'ancienne carte, il présente l'ancienne carte qu'on récupère, que l'agent électoral doit récupérer et l'inscrire à nouveau. Dans le processus, monsieur Hervé, on n'a jamais précisé le certificat de domicile ou l'attestation de... C'est une faiblesse. On vous croit sur parole. Mais dans le processus électoral, n'a pas prévu. Non, il dit que c'est une faiblesse. C'est pour ça que vraiment, on va pas tous parler au même moment. On demandait qu'on s'asseye pour toiletter parce que. Bon, le fait tous les jours, on a rendez-vous mercredi. On a rendez-vous mercredi. Le toilettage, je sais, au niveau de la région. Voilà. Le toilettage, même jusqu'ici, le toilettage crée énormément de problèmes. Nous avons les radiations aussi qui posent énormément de problèmes parce que lors des radiations, jeudi passé par exemple, on avait une réunion avec le département de l'antenne, le département ELECAM. Nous avons énoncé quelques soucis par rapport aux radiations par exemple. Pour radier un électeur, il faut que la personne soit décédée. Alors nous avons les Camerounais... Pour qu'elle ait une condamnation définitive. Ce qui n'a pas été dit dans le papier. Il est difficile de radier parce que nous avons des Camerounais qui ne déclarent pas l'acte, qui ne déclarent pas l'acte de décès dans les mairies, qui ne font pas, on radie avec l'acte de décès. Et les Camerounais et la commission, nous travaillons en collaboration pour nous rapprocher vers les mairies et les centres d'état civil. Les familles même surtout? Non, les familles, non pas des familles. Okay. Des familles, ce sont des familles qui viennent déclarer. Si j'ai par exemple, je prends mon cas, mon papa il est décédé, et je suis allé pour radier son nom avec l'acte de décès. C'est avec ça, c'est la famille qui se rapproche de nous. Mais nous, et les Camerounais, au niveau de la commission, nous allons vers les centres d'état civil. On a donné des propositions. Est-ce qu'il n'est pas possible de se rapprocher vers les hôpitaux publics? On a dit non, c'est pas possible. Parce que quelqu'un peut mourir, par exemple, à la Quintini, qu'il ait quitté de Konsamba. Vous voyez un peu que c'est compliqué. Bon, je reviens dans les mesures. Vous savez, nous avons un régime en place. Le nombre d'électeurs aujourd'hui, quand ça évolue, nous savons le régime n'est même pas d'accord. Si ça dépendait d'eux, on arrêtait ça aujourd'hui. Si ça dépendait d'eux, on arrêtait aujourd'hui. Parce que
Ils sont en train de sortir des mesures pour empêcher les Camerounais de s'inscrire. Je prends un simple cas. Depuis cet incident de Bonabéry, lorsqu'on a mis des points, ils ont soi-disant, pour des questions sécuritaires, on a créé des points stratégiques, les 4 points, comme je vous ai dit, par exemple, à Douala 5. Février-mars, nous avons pu inscrire 15 000 personnes. Et à la base de 7 500 par mois. Mais je vous dis, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à moins de 3 000. Nous sommes à moins de 3 000 depuis que nous avons cette points-là. Comment vous comptez le nombre d'inscrits? Puisqu'il y a un rapport. C'est vous qui faites le rapport ou c'est Élections Cameroun qui vous donne le rapport? Je suis de la commission à Douala 5e. Le chef d'antenne qui est président de la commission de par la loi, par le code électoral, nous avons des réunions mensuelles. Après ces réunions, nous avons le rapport des inscriptions chaque mois. Et depuis un moment, nous avons lancé une procédure à Douala 5e. Nous avons fait des inscriptions de la commission en général. Ça veut dire un parti politique n'allait pas se l'inscrire. La commission s'est déployée sur le terrain avec les moyens qu'on pouvait. Et nous avons vu, comme je vous ai dit, en 2 mois, nous avons fait 15 000 inscrits. Mais lorsque ce problème s'est passé, vous avez vu, ils ont espacé ces 4 000. Nous avons 3 000, moins de 3 000. Parce qu'à jeudi, nous étions à 2 500. Jeudi, à la réunion, nous étions à 2 500 inscrits. Vous voyez comment c'est compliqué. Bon, toutes les décisions les arrangent. Donc, selon vous, tout est fait par Élections Cameroun, par le parti, par le RDPC, pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Un instant, Emmanuel, comme vous avez quand même suffisamment parlé. Non, je suis face à 3 personnes. Vraiment, donnons la parole à Roland. Si avait inscrit 15 000 personnes, il pourrait faire un congrès. Je n'ai pas dit le FCC, il a dit la commission des Camerounais. Non, même pas le nombre de militants pour faire un congrès dans un congrès. Nous avons le congrès, le FCC, nous avons le congrès le 7 juin. Comment expliquer qu'au sein de l'opposition, on accuse le RDPC d'être derrière ces manœuvres empêchant aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, mais qu'au sein du RDPC, il y a ces dissensions, ces divisions, ces incompréhensions, ces problèmes qui ont même déjà qui ont été posés même par le gouverneur de la région de la Damawa ou concernant la manifestation de Marois prévue au mois de mai prochain qui ne contente pas tout le monde, ou ce qui s'est passé dans la région de l'Est dernièrement avec le ministre Lé. Disons qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut relever pour se féliciter. C'est que de plus en plus, ce qu'on appelle les dissensions dans le RDPC marque plutôt une évolution des mentalités de certains militants qui ont constaté clairement qu'ils étaient enfermés dans une coque où on veut les tirer toujours vers le bas et rester dans des pratiques traditionnelles et archaïques qui ne correspondent même plus à l'actualité moderne. Quand l'opposition est en train d'accuser constamment le RDPC, c'est en restant dans cette logique que Elecam est inféodé au parti, au pouvoir et plus ou moins obéir à ses ordres. Et ce qui n'est pas faux dans l'absolu, sauf que comme je dis, il y a quand même des évolutions. Récemment, mais actuellement encore circule sur les réseaux sociaux un voice, un appel téléphonique en réalité, d'un militant du RDPC, président de sous-section quelque part, je crois qu'en Vaille ou bien en Comisa, comme ça, qui appelle un responsable d'Elecam pour lui demander comment il fait pour programmer une descente dans sa localité. Non, sans l'avoir consulté, sans l'informer. Et le responsable d'Elecam lui pose la question, je dois vous informer. Ah bon? Mais quand il informe Landry, je suis quand même le président de section du RDPC. Je dois savoir, est-ce que vous avez l'autorisation? D'ailleurs, je vais appeler la hiérarchie et tout ça. Et le gars de l'Elecam est resté. Vous aurez l'occasion de réagir. Et le gars de l'Elecam est resté droit dans ses bottes en lui disant, si vous voulez venir me perturber, venez bien, parce que je sais ce que je fais. Le RDPC n'est pas au-dessus de l'État. Aller relire les textes et les camps fonctionnent pour tout le monde et je n'ai pas. Si je dois vous avertir que je viens, il faudrait que j'avertisse le MRC, il faudrait que j'avertisse les 360 partis. Mais quand ils ont. Enfin, celui-là a eu l'information parce qu'elle était publique. Et donc, les camps, je crois, avait diffusé l'information avec ses moyens, ses méthodes, peut-être pas suffisantes comme tu le dis toi-même, mais l'information a été publique.
maintenant à tous les partis politiques de se saisir de cette occasion pour mobiliser ces militants à aller vous inscrire. Absolument. Pas que quelqu'un reste là parce qu'il a dans sa tête que le RDPC et les camps est un instrument du RDPC et qui devrait lui demander. Je suis en train d'interpréter cet audio parce que ce monsieur qui dit être président de sous-section s'offusque, s'énerve de ce que le responsable de l'ECAM ne l'ait pas contacté pour lui dire qu'il arrive et pour qu'il donne son aval et la hiérarchie. C'est là tout le débat. Donc, quand les partis de l'opposition aujourd'hui pensent que le RDPC est derrière tout ce qui ne se passe pas bien pour les inscriptions, ils n'ont pas tort à ce niveau-là. Plus est, on ne peut pas oublier que l'ECAM, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est un organe qui est chargé, c'est vrai, d'organiser entre autres les inscriptions sur les listes électorales et a besoin des moyens. Le processus a besoin des moyens qui doivent sortir d'où? De l'État qui, qu'on le veuille ou pas, est encore géré par le RDPC. Est-ce que l'État s'est assuré qu'il y a les moyens suffisants à l'ECAM pour s'inscrire, pour procéder aux inscriptions? Est-ce que l'État a vérifié que le peu de moyens qu'on leur donne ne sont pas prioritairement utilisés pour le fonctionnement et le bien-être des responsables de l'ECAM que pour le déploiement effectif? Comment expliquer que les kits soient obsolètes alors que les voitures sont toujours up-to-date? Il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Et à ce niveau, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la volonté réelle du parti État qu'est le RDPC par rapport à la facilitation de ces inscriptions. Oui, avec moyen comme. Allez-y. Vous savez, en 2 minutes. Roland aurait pu faire une très belle carrière de procureur général. Parce qu'il est toujours dans la posture du procureur. Roland, nous connaissons le RDPC, je suppose comme les autres organisations politiques, est composé d'hommes et de femmes différents en tempérament, en comportement. Vous pouvez avoir un camarade qui parle au ton, donne l'impression de sortir de son rôle et être impératif. C'est inacceptable. Mais la volonté ferme du RDPC dans sa pensée, dans ses objectifs, c'est de construire une démocratie irréversible où tout le monde puisse avoir... Le président Biya a toujours dit on n'aura plus besoin de prendre le maquis pour exprimer son point de vue. Ça te fait rire, Augustin, mais c'est la vérité. Il fut un temps où, même avec ta vie là-bas, tu n'aurais pas fait ce que tu fais aujourd'hui. Mais c'est pas le Et ça, ce n'est plus ce temps. Donc, moi, je suis en train de penser que c'est vrai, l'ambition dont on ne se donne pas les moyens peut se transformer en crime. Il faut qu'on se donne les moyens de réussir. C'est irréversible. Mais c'est ensemble que nous allons construire ce processus, parce que je peux vous assurer que les élections qui ont lieu maintenant ne ressemblent en rien aux élections des années 90. La preuve, il y a des jeunes, des responsables, vigilants, ils connaissent la loi. D'autre part, quand le responsable de l'ECAM, si c'est lui qui va... Parce que moi aussi j'ai écouté ce voice, hein, on me l'a envoyé, quand on pense à merder, pardon, déranger le RDPC, on m'envoie un document. Quand le responsable de l'ECAM répond, mais il est en contradiction avec André qui dit la vérité, même avec toi qui viens de dire la loi, les partis politiques sont des acteurs du processus électoral au Cameroun. Tout à fait. Et lorsqu'un responsable d'un parti politique demande qu'il ait l'information dans sa circonscription, sa zone, dans le cadre d'une activité d'inscription, il est dans son droit. Il ne demande pas l'information. Je veux dire, il suggère qu'il doit être informé. Vous comprenez? Donc, les informations ne sont pas... Les informations ne sont pas... Permettez à Hervé Moyen comme que je suis, s'il te plaît, je ne suis pas dans ta chambre. En 10 secondes, s'il vous plaît. Ici, on va voir. Je dis, c'est dans votre grille de réveil le dimanche qu'on empêche aux gens comment de parler. Mais comme je n'y vais pas, le problème que nous avons en réalité, c'est que vous refusez au RDPC ce que vous demandez qu'on vous donne. La meilleure façon d'avancer ensemble, c'est de nous reconnaître que nous devons... Lui, c'est quand on a les réunions de la plateforme électorale ici, Madame Dioma a constaté qu'il y a parfois des supports où le responsable de FCC a le même discours que celui du RDPC ou du MSC. Donc nous devons construire cette démocratie. Mais nous ne pouvons pas la construire dans... Je sais qu'on est en haute saison de démagogie en ce moment. Vous faites des procès d'intention. Déjà, moi, tu as dit que j'ai muté.
je suis devenu autre chose que ce que tu pensais, et tout ça. C'est vrai. Merci Hervé Maniakom. En 30 secondes, chacun vraiment. Le mot d'ordre aujourd'hui pour les citoyens, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais au sein de l'opposition, on redoute un peu la pression venant soit du RDPC, soit de l'administration. Comment vous comptez vraiment vous débattre sur le terrain pour convaincre le maximum de personnes à s'inscrire sur les listes électorales premièrement et à rallier votre cause? Augustin, puis Landry. Non, nous demandons tout simplement à ILECAM, parce qu'ils ont une réunion, je crois, mercredi, voilà, avec les responsables, nous demandons tout simplement de revenir à l'orthodoxie. C'est-à-dire que permettre que, parce que la loi permet même aux associations autres que les partis politiques d'aller chercher les kits ILECAM pour aller dans les quartiers. Mais à ce moment-là, s'il y a un problème de sécurité qui se pose, mais il y a les FMO. On peut demander aux gens de contribuer pour faire le déplacement des FMO, pour venir sécuriser. D'ailleurs, depuis que nous inscrivons, sur le terrain, il me semble, à moins que je n'ai perdu la mémoire, on n'a jamais eu un incident où un agent ILECAM a été écorché. Même l'incident de Bonabéry qui s'est passé l'autre jour, là, c'était un responsable d'un parti politique qui retenait les récépissés des inscrits. Oh là. Oui, c'est-à-dire que les gens s'inscrivaient, ils récupéraient, ils disaient non, à la fin, là, quand les cartes vont être disponibles, je vais vous appeler pour venir chercher. D'autres ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et la population s'est ruée sur lui, on voulait même le violenter. Mais nos amis qui étaient là ont dit non, ne lui faites pas du mal. Récupérons tout simplement le récépissé et on remet aux citoyens. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est comme si ILECAM, en réalité, cherchait une petite étincelle pour faire le brasier. Alors c'est pas bon. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, ce que nous demandons, vraiment si on veut faire la paix, parce que 2025, comme le grand frère vient de dire, ne sera pas comme les autres années. Il y a excessivement de frustration. Quand vous voyez les jeunes, je le répète toujours, quand vous voyez les jeunes, moi j'ai été sur la scène politique en 90, Hervé. Vous avez dépassé vos 30 secondes. Oui, j'ai vu les dangers, parce que le Cameroun, c'est notre affaire à nous tous. Si ça commence là, vous ne serez pas en sécurité, moi non plus. Merci. Les ordures et tout ça, c'est tout le monde qui est en partie. Merci Augustin, à vous. Il faut qu'on fasse la paix en permettant qu'on s'inscrive tous. Oui, ce que je demande à ILECAM déjà, à l'organe régional, parce que cette décision ne concerne pas le plan national, ILECAM, ce n'est que dans le Vouri que cette décision a été prise. Je demande déjà au départemental de la région de revenir sur les décisions et permettre les partis politiques, partenaires que nous sommes, de pouvoir nous déployer sur le terrain comme d'habitude. Mais en attendant avant que les décisions ne soient prises ou les résolutions de la prochaine réunion, je déplore tous les Camerounais d'aller s'inscrire sur les points stratégiques qui ont été déjà positionnés depuis un certain moment. Les 4 points, j'ai dit tout à l'heure, pour Douala 5e par exemple, j'ai parlé de la mairie de Bonamoussadi, j'ai parlé de Koto Immeuble, hôpital général et Rond-Poulain. Donc, je vous demande déjà d'aller là-bas vous inscrire parce que ça c'est une année de changement. Et je crois que chaque jeune, chaque Camerounais, chaque vieux, il est temps que nous unissons et que si quelqu'un a son enfant à la maison qui traîne encore le pas, il envoie s'inscrire parce que ça c'est une année où chaque... Merci beaucoup Landry, merci également Augustin, merci Hervé Maniakom, merci Roland Tapi, merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition. Bonsoir.